l'intervention, quand on voulait faire l'intervention, les préjugés des autres intervenants avec le mot dans la table. Est-ce que c'est ça qui nous a interculturel? C'est l'intervention interculturelle qui montre aussi. Bon, on a quand même des formations de l'intervention interculturelle, mais nous, si on vient de là, on a une autre approche pour intervenir que d'autres. Entre autres. Entre autres, OK. Entre autres. Puis déjà, juste à dire, puis de plus en plus, je le fais. Honnêtement, je suis encore en train de m'adapter. Mais juste à dire, j'affirme clairement que je vais offrir cette sensibilisation-là. Puis, pour de vrai, ça ne prend pas grand-chose. Des fois, c'est vraiment des fois. En fait, la première étape, c'est juste d'être à l'écoute. Parce que de toute manière, au-delà d'avoir cette sensibilité-là, chaque culture, et même plutôt chaque famille, a ses propres particularités. Fait que juste d'avoir cette posture d'écoute, c'est pas juste, c'est même pas rien, c'est le gros en fait. Donc, je veux dire, moi, je vais vous offrir cette posture d'écoute, puis on va avoir ça ensemble. Donc, c'est vraiment cet espace-là, puis de dire, comment dire, de dire que je suis ouverte directement pour cette clientèle-là. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Okay, ça ressort des valeurs aussi dont vous parlez aussi. Pardon? Ça ressort des valeurs, ce qui vous tient à cœur. Exact. Pour résoudre ce problème. Oui. Moi, j'ai une question par rapport, j'ai vu un truc technologique un petit peu là, dans votre maîtrise. Oui. C'est ça, mais est-ce que les technologies de l'information, comme avec maintenant le Zoom, tout ça, est-ce que ça donne un plus un peu à la profession? Est-ce que ça donne plus de clients? On peut voir plus de clients à distance? Mais oui, justement, c'est possible de voir les clients à distance. Pendant la pandémie, j'en ai fait beaucoup. C'est quelque chose que je vais faire encore, mais effectivement, c'est possible. Moi, je suis à Montréal, mais avec les permissions de mon ordre, je peux voir des clients à travers toute la province. Et des fois, la personne se dit, moi, mon enfant, il est petit, ça ne marchera pas en Zoom. Non, je veux travailler avec les parents. Puis encore une fois, c'est le plus important que je fais. Donc, peu importe la personne, il y a toujours moyen de faire quelque chose à distance, tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment, ça aide vraiment les technologies de l'information. Puis la pandémie est venue donner un gros boom là-dessus. Et on continue à utiliser? Oui, moi je l'utilise beaucoup là. Donc j'avais deux questions. Ce qui vous a fait venir, passer du public au privé, là, c'est comme adapter vos soins par rapport vraiment à vos valeurs, ça c'est une chose. Ça c'est surtout la raison. Il y avait d'autres raisons qui... entre autres. Oui. Puis honnêtement, juste avoir un métier où je me sens bien. Là, pour de vrai, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est ça, les choses qui font c'est difficile de garder les employés dans le système. Puis j'avais besoin d'être heureuse pour offrir des services de qualité aux personnes. Donc moi, ça a été mon choix, parce que c'est mon choix actuellement. Excellent. Puis la deuxième question, ce serait, là vous parlez de faire un peu ça ici au Québec, c'est ça, avec ce diplôme-là, c'est quoi nos champs de... OK. Alors, c'est que bonne question, très bonne question. La maîtrise est un moyen d'accéder à l'ordre professionnel. Donc, pour agir en tant qu'orthophoniste, c'est pas seulement d'avoir la maîtrise, il faut être membre de mon ordre. D'accord? C'est un examen, hein? Il y a un examen, mais moi, comme de mémoire, j'ai fait la maîtrise, j'ai pu y passer l'examen. Donc, ça m'a qualifié directement. Pour des gens qui viennent d'ailleurs, je pense qu'il y a des stages et un examen, je ne suis pas sûre exactement. Si je veux travailler partout à travers le Canada, là, j'aurai un examen à passer. Donc, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais effectivement, j'aurai un examen à passer pour faire partie de l'Ordre professionnel du Canada. Ouais. Ça marche? D'autres questions? Et à l'étranger? À l'étranger, chaque pays a ses propres règles. Souvent, il y a des ordres professionnels et à partir de là, c'est d'aller chercher, justement, c'est quoi les critères de l'ordre professionnel. Il y a des pays où il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est vraiment de se renseigner dans chaque pays, donc vraiment, chaque critère. C'est quoi la limite entre l'orthophoniste et l'orthopédagogue dans les autres professions, en milieu scolaire ou bien à la Très bonne question. Puis, je vais faire le point avec un des défis de l'orthophoniste, justement. C'est un métier qui est entre plusieurs sphères. Ce qui fait que, je vous le dis, justement, on est en famille, c'était un des défis. Surtout comme jeune professionnel qui est encore en train d'apprendre à se faire confiance, c'est pas facile parce que c'est un métier qui est à la frontière de plusieurs domaines, qui se chevauchent, voilà, merci, c'est le bon terme. Donc, c'est pas toujours évident. Pour répondre à la question spécifique, l'orthopédagogue, c'est un métier qui existe seulement au Québec, d'ailleurs, et de ce que j'ai appris récemment. Je ne veux pas trop parler d'orthopédagogie parce que c'est pas mon métier. Mais très brièvement, c'est un enseignant qui a des études supérieures et qui se spécialise entre autres dans les troubles d'apprentissage.
il n'est pas membre d'un ordre professionnel, de ce que je comprends, sous toute réserve, mais ce que je peux dire assurément, il ne peut pas diagnostiquer, par exemple, les troubles d'apprentissage. Donc moi, comme orthophoniste, je peux poser un diagnostic pour dire, par exemple, c'est une dyslexie, dysorthographie, ou c'est un trouble d'apprentissage en lien avec le trouble du langage, par exemple. L'orthopédagogue ne peut pas faire ça, mais par contre, peut intervenir. Ça marche? D'autres questions? Aussi, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi exactement que d'être dans le privé? Parce que je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Bonne question, merci. Donc, le système public, ça inclut les écoles, les centres de réadaptation, on trouve des orthophonistes dans des CLSC. En gros, c'est ça de mémoire. Au privé, c'est dans les cliniques privées. Donc, il y a des cliniques privées organisées qui peuvent t'engager en tant que travailleur autonome ou en tant que salarié. Ou sinon, moi, je décide de partir à mon compte carrément. Ce que je veux dire, encore une fois, parce qu'il y a des jeunes, je ne conseille pas à un jeune de finir sa maîtrise puis d'aller. En tout cas, après ça, les choses changent, mais d'aller directement en tant que travailleur autonome. S'il va au privé, au pire, dans un contexte au concert, qu'il va y avoir du mentorat, il y en a quand même certaines cliniques privées qui l'offrent. Mais malgré les défis du système public, moi, personnellement, si tu vas en orthophonie, je te conseille quand même d'aller au public après tes études, puis après de voir même avec tes études aussi. Ça marche? Faut pas t'oublier, mais tu vois que tu as levé la main depuis longtemps. Oui, donc en fait, durant la pandémie, on ne pouvait pas se voir en présentiel et j'imagine que votre plus gros métier en contact présentiel avec l'emploi est vraiment essentiel, donc est-ce que ce n'est pas une difficulté pour vous en ce moment? Il y a un jeune en particulier, un de mes premiers clients, je ne l'ai jamais vu en personne. Je ne l'ai jamais vu en personne. Pour lui, j'ai fait des séances en ligne en personne, mais il y avait beaucoup de coaching avec la mère. Au début, c'était ça, puis après, l'enfant est entré à l'école, puis c'était plus de coaching avec la mère. C'est une de mes plus belles histoires à succès. Là, présentement, l'enfant est en sport-études. Donc, c'est ça. Donc, justement, le rapprocher le plus près de ses rêves, c'est ça qu'il voulait. Il a été admis. Puis, le travail qu'on a fait depuis qu'il était tout jeune, ça a été. Donc, c'est sûr qu'il y a des. Tu sais, je veux quand même dire qu'il y a des pour et. Ben, pas des pour. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque façon d'intervenir. Maintenant, il y a manière d'avoir de très beaux progrès en ligne. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'avec l'arrivée de l'IA, oui. Est-ce que la profession est-elle, si je peux dire, en danger? Oui. Pour vrai, pour faire. Oui. Je dis menacé, c'est ça? Oui. Pour expérimenter avec l'IA, je ne suis pas trop inquiète. L'analyse des voix d'enfants, c'est pas terrible. Ça va prendre un certain moment. Puis il y a des choses qui se font, d'ailleurs, il y a un chercheur dans le domaine qu'il faut que je regarde ses dernières conférences. Mais par exemple, en faire de diagnostic avec les voix d'enfants, c'est pas rien là, Par exemple, juste pour l'idée de faire des diagnostics, d'établir le bon diagnostic avec des voix d'enfants, l'analyse se fait difficilement. Par exemple, pour faire la différence entre les différents sons, ensuite quand tu créer des mots, l'analyse est difficile. Moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle plus pour, par exemple, bientôt ce que je vais mettre en place, c'est pour m'aider à rédiger des rapports. Bien sûr, je ne veux jamais mettre des données nominatives dans l'IA parce que ça demande d'utiliser cela avec éthique. Mais pour vrai, non, je suis pas inquiète. Ok, donc il y aura toujours de la demande. Oui. D'autres questions? Je continue. Si quelqu'un peut me diriger par rapport avec le temps, parce que. Donc, je peux me dire si jamais j'ai une limite de me dire, donc, j'ai parlé un peu des défis. Ok, donc justement, offrir un service à ma manière, j'en ai parlé un petit peu. Donc, interparler entre autres, les familles issues pas de la diversité, mais des minorités culturelles. Aussi, entre autres, interpeller directement les familles qui ont un enfant autiste. Ça se fait un petit peu, mais pas tant, en fait. Il y a des choses que j'ai entendues, désolée. Puis c'est ça, donc justement, rester fidèle à mes valeurs. Puis ça, c'est quelque chose, je dis en fait en termes de conseils, peu importe le métier, peu importe où on travaille, que ce soit en public ou en privé, parce que c'est une thématique que j'ai abordée directement,
ça va toujours être important, parce que pour moi, de faire le point à chaque fois. Donc, ce que je fais, c'est s'aligner avec mes valeurs. Puis même, je dirais, pour tout ce que j'ai vécu, c'est est-ce que ça me permet de devenir une meilleure personne ou pas? Donc, ça, c'est un conseil que je donne généralement, mais bon. Puis finalement, justement, le choix que je fais actuellement, c'est d'exercer à mon compte, mais je fais quand même cette réflexion-là. Donc, c'est important d'être solide et d'avoir cette réflexion-là. Les solutions. Ben, d'un, choisir mes batailles. Voilà. Donc, il y a des fois que je me dis, écoute, cette situation me dérange. Je vais peut-être dire quelque chose ou pas, ou le dire plus tard, mais je me concentre sur ce que j'ai à faire. C'est choisir ses batailles, mais avec ses batailles, mais avec le temps également, c'est apprendre à ne pas se laisser déranger par tout ce qui devrait déranger, parce que sinon, ça devient difficile. Un conseil que je donnais généralement, accepter même vouloir faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Souvent, le métier d'orthophoniste, ça attire un certain profil, quand même, entre autres, je veux pas, c'est un métier qui attire beaucoup des femmes perfectionnistes, entre autres. J'en suis une. Sauf que pour apprendre, c'est important de faire des erreurs. Puis des fois, en étant entourée de femmes qui sont perfectionnistes, des fois, c'est difficile, mais au contraire, c'est important. C'est comme ça qu'on apprend. Okay. Et finalement, justement, en 2023, à temps plein, j'ai ma propre clinique qui me permet justement d'expérimenter en termes de forme, en termes de messages à donner, pour vraiment concevoir un service qui est fidèle à mes valeurs. Oui? Et à ce niveau-là, j'aimerais savoir ce sont les défis d'avoir une clinique. J'ai discuté hier. Moi, comme orthophoniste, je n'ai pas été formée comme entrepreneur. Donc, tout ce qui est gestion en général, même si j'ai ma maîtrise professionnelle, j'ai ma maîtrise en ingénierie, c'est une belle courbe d'apprentissage. Surtout que j'ai décidé de justement partir à mon compte, donc de ne pas faire partie d'une clinique, donc ça, c'est vraiment important. Puis même le côté comment véhiculer le message. Tu sais, justement, en tant qu'orthophoniste, tu es un peu dans ton monde, si tu veux. Et après ça, de dire, OK, j'ai quelque chose à communiquer, puis je sais que je peux faire la différence dans la vie des autres. Comment le communiquer pour que mon message soit accepté, puis que justement, j'arrive à faire la différence que je veux faire. Donc, c'est des défis comme ça. Oui, entre autres, c'est ces défis-là. Ouais. Ça marche? Alors, donc justement, par rapport à ma clinique, brièvement, qu'est-ce que je veux transmettre à travers ma pratique? C'est l'importance du lien parent-enfant. Justement, dans le cas d'enfants qui ont des difficultés de langage ou qui ont, dans le cadre de difficultés ou d'un trouble développemental du langage ou dans le cadre de l'autisme, souvent on veut tellement que notre enfant parle qu'on oublie le plus essentiel, c'est de développer une bonne relation avec son parent et l'enfant. Puis, c'est pas seulement pour dire comme « Ah, c'est vraiment important, très bien », c'est pas seulement ça. Parce que d'un point de vue pragmatique, c'est important parce que c'est efficace. D'un point de vue très pragmatique, pour de vrai, comment j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce qu'au début, pour de vrai, au début, ce genre d'approche, je les jugeais, puis j'étais comme « Ok, ouais, c'est n'importe quoi, non. » C'est hyper efficace. Okay, j'ai commencé à faire ça parce que c'est efficace. Ensuite, l'autre chose que je veux transmettre à travers ma pratique, les années préscolaires pour poser les bases de sa réussite scolaire. Souvent, un réflexe que je vais voir, c'est « Ah, inquiète-toi pas, ton enfant a 3 ans, mais le langage va débloquer. » L'approche à faire, c'est de dire « Ok, mais même peu importe que ton enfant ait des difficultés ou pas, et pour l'expérimenter avec mes propres enfants, l'enfant apprend ce que tu lui donnes. Donc, si tu utilises les bonnes stratégies le plus tôt possible, littéralement, les premières années, tu mets les bases en place pour sa réussite scolaire. Et je mets ça en majuscule parce que sa réussite scolaire, ça peut être différent pour chacun. Ça peut être avoir ton doctorat, ta maîtrise, ton bac, aller au cégep. Ça peut être avoir ton diplôme secondaire. Ça peut être te rendre le plus loin possible dans ton parcours. Peu importe, ça commence de la plus tendre enfance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces connaissances-là, puis d'être à l'affût, puis de ne pas paniquer. Mais c'est juste au moins d'avoir une idée des bonnes stratégies utilisées dès l'enfance et de les mettre en pratique. Donc ici, je parle de la bienveillance et le plaisir sur des éléments essentiels de sa réussite scolaire. Également, de redonner le pouvoir aux parents à travers le parcours de leur enfant. Une chose qui nous caractérise, dans notre communauté, je vais y arriver, c'est qu'on se dit, OK, quand l'enfant a un problème, je vais voir un professionnel, je vais voir un médecin, puis je le dis entre très gros guillemets parce que c'est pas ça qu'on utilise, mais
Donc, ça va réparer mon enfant, mais c'est plus compliqué que ça. J'aimerais avoir une baguette magique, un médicament pour dire, voilà, je te donne ça, puis dans 2 semaines, ça va aller. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, juste de comprendre, de dire, oui, le professionnel va t'aider, mais ultimement, la personne qui va aider ton enfant, c'est toi, en tant que parent, qui as le pouvoir de le faire et je vais t'épauler là-dedans. Donc, c'est un peu de dire ça. C'est vraiment, c'est un pouvoir à avoir et à intégrer dans sa confiance. Et je trouve ça vraiment beau de voir le parcours des parents que je suis de plus près, justement, puis qui disent, OK, maintenant j'ai compris, puis je le fais à la maison et je vois la différence. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'anime dans mon métier. Pour avoir une idée de ce que je fais, donc j'ai cette ressource-là. Donc, ça, c'est des conseils que je vais donner souvent aux parents, puis ça donne un peu aussi des renseignements sur ce qui peut causer les difficultés de langage puis les stratégies. Puis, justement, c'est des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. Donc, ça, c'est une ressource que, justement, vous pouvez, si vous voulez, garder. Puis, c'est des choses que vous pouvez transmettre, bien sûr, s'il y a des parents qui sont intéressés. Je vous laisse. Oui? J'ai juste une question par rapport à ces cas. Quand vous dites les liens parents-enfants, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le lien, je parle de l'interaction qu'on a avec son enfant. Donc, l'idée de passer du temps avec son enfant, puis d'avoir des interactions riches de part et d'autre. Pour certains parents, ça va être plus intuitif. Pour d'autres, ça l'est un peu moins. Et il y a, moi j'appelle ça des stratégies, mais il y a des actions qu'on peut poser dans le quotidien pour avoir ces interactions qui sont agréables, plaisantes, et pour l'enfant, et moi je dirais pour l'adulte aussi, pour dire ça mutuel. Et justement, dans ce guide-là, c'est ces actions-là dont je parle. C'est ce que je veux dire par rapport. Ça marche, oui? Au niveau de la conciliation travail-famille, c'est genre profession. Souvent, c'est un métier qui attire justement des femmes parce que, par exemple, dans le public, c'est des horaires en général, 8 à 4 ou 9 à 5. Donc, justement, pour ça, c'est intéressant pour la conciliation travail-famille. Je dirais, par exemple, si on travaille au privé, c'est quelque chose à faire attention parce qu'il y a une certaine liberté, mais des fois, on en fait plus parce que c'est son projet. Mais en général, justement, c'est un bon métier pour la conciliation travail-famille. Et les qualités aussi qu'il faut avoir vraiment pour ces qualités. Qu'il faut avoir pour cette profession? Ben, très bonne question. La patience. Souvent, on me dit que je suis patiente, mais cela dit, la patience, ça se développe. C'est quelque chose que j'ai développé. L'écoute. J'en ai parlé tantôt, mais l'écoute. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on tient pour acquis. Puis même moi, des fois, je sais que c'est une de mes qualités, mais des fois, il faut que je me watch pour dire, oh, ok, attention. La curiosité. Donc, vouloir toujours se mettre à jour. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Donc, il y a des choses qui restent, mais il y a des nouvelles choses qui sortent. Donc, l'importance de se mettre à jour. On va commencer avec ces 3 qualités. Après, on a ses propres qualités, puis on est sur le métier. Et pour les enfants autistes, donc justement, avec cette différence développementale-là, je suis en train de travailler sur ce coffret ressources également. Donc, c'est juste pour dire justement que oui, c'est important. On peut travailler directement avec un enfant et ou avec les parents pour l'aider, mais justement, il y a moyen de se renseigner sur les actions posées dans le quotidien pour faire la différence. Et c'est le genre de service que je veux également tenter. Parce que des fois, on n'est pas prêt, comme parents, à faire toutes ces démarches pour plein de raisons. Mais si on est capable de vulgariser ces actions qu'on peut faire dès maintenant, donc ces stratégies, ben ça peut vraiment faire la différence dans la vie de l'enfant. Juste pour donner un exemple concret de choses que je vais montrer aux parents. Est-ce que c'est une question? Ou c'est le... Pardon? Ah, ok, je pense que c'est une question, pardon, ok. Donc, ça peut être des conseils comme... La première étape, en fait, que je vais donner, c'est d'apprendre à regarder son enfant et attendre qu'il parle ou qu'il dise quelque chose. Donc, ça peut paraître comme un conseil simple, sauf que justement, les parents avec qui je vais dire, OK, mais finalement, c'est pas si simple. Parce que justement, on a été indiqué que je dois te montrer comment faire, et en faisant ça, ben, ça fait en sorte que l'enfant n'a pas l'occasion l'enfant perd des occasions de communiquer. Et finalement, on se rend compte, en fait, mon enfant est capable de dire des mots quand je lui laisse le temps.
ou justement de prendre, en Japon on appelle ça son initiative de communication, et après justement, c'est là-dessus qu'on se base pour aider l'enfant à justement à lui donner des modèles pour ses mots, ses phrases qu'il va développer. Donc c'est pour donner une idée, mais après ça, dans ces deux ressources-là, ça donne des idées plus complètes. D'autres questions, d'autres commentaires? Dans votre parcours, vous avez dit que vous offrez des formations. Oui, ben, par exemple, quand j'étais au CRD TED, donc je formais les éducateurs spécialisés pour les aider à intervenir sur le plan de la communication auprès des jeunes. En ce moment, j'ai une formation qui est disponible en ligne, c'est une collaboration avec une autre orthophoniste à l'intention des intervenants du langage, justement pour les enfants autistes qui ont peu ou pas de mots, si je l'exprime, si je le vulgarise, pour justement comment développer un lien avec l'enfant comme base d'apprentissage. J'inclus également au niveau des parents, donc c'est peut-être pas le bon mot de formation, c'est peut-être plus coaching, mais justement l'idée c'est d'outiller en tout cas les parents pour qu'ils puissent aider leurs enfants à se développer. Donc ça peut être des choses comme ça. Oui, 5 minutes? Oui, question? Pardon. Plus fort, s'il te plaît. Tantôt, vous avez mentionné que 80% des difficultés scolaires chez les enfants, ça vient du trouble de langage. Oui. Et vous avez dit que c'était d'intervenir dès le bas âge. Mais est-ce qu'il faut attendre que l'enfant ait des signes, comme est-ce qu'il faut attendre que l'enfant montre des signes de difficultés de langage, ou est-ce qu'on peut commencer très tôt à justement faire des suivis pour justement éviter qu'il ait des troubles de langage? OK. Bonne question. Ce que je dis souvent, les stratégies, moi j'utilise le mot stratégie, mais les conseils que je donne, je les utilise avec mes propres enfants. Donc quand je dis de commencer à utiliser ces stratégies dès le plus jeune âge, ça ne veut pas nécessairement dire aller voir un orthophoniste pour comme un suivi classique qu'on a en tête auprès de l'enfant. Ça veut juste dire de se renseigner à savoir, c'est quoi les bons moyens d'aider son enfant à communiquer. Donc ça, par exemple, cet outil-là, ça peut être un très bon point de départ que ton enfant ait des difficultés ou pas. Donc déjà, comme première étape, c'est justement de se renseigner à savoir, c'est quoi les bonnes stratégies pour aider le développement du langage et de la communication. Puis également, d'avoir une idée générale de à quoi s'attendre en termes de développement du langage à l'enfance. Ça, il y a des outils sur les sites de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec également, pour avoir une idée de à quoi s'attendre en termes de développement. Puis sinon, même Lettres et Grandir ont des bonnes... c'est fiable comme information, Lettres et Grandir pour le consulter. Donc, sachant ça, on a déjà des bons outils, puis on sait justement comment jouer, comment intervenir dans le quotidien, dans les routines du quotidien avec l'enfant. Puis ça, on se rend compte justement, puis aussi, ce que je veux dire, c'est quand même, au niveau du système, on a parlé des défauts, mais notre système, il y a des qualités. C'est ça qui est frustrant, parce qu'il y a tellement de qualités, on fait la parenthèse. Et une chose qui est faite, c'est qu'à 18 mois, normalement, on est censé rencontrer l'infirmière, puis il y a un dépistage qui je fais, puis sinon, elle va te dire, je pense qu'il y a des difficultés, puis elle va faire une référence en orthophonie, puis oui, ça peut être long de rencontrer l'orthophoniste. Par contre, si on voit qu'il y a des difficultés, on peut se renseigner sur comment je peux aider mon enfant dans le quotidien. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, puis là, c'est pas de dire comme, oh non, je panique, il va avoir des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est juste de dire, je vois des difficultés, je vois des difficultés ou pas maintenant à la fin d'enfance, mais je sais quoi faire. Donc, pour l'aider à avoir plus de mots de vocabulaire, à faire des belles phrases, à mieux comprendre. Et c'est ces bases-là qu'il aura besoin à l'école plus tard. Ou même, là, je peux aller dans ces détails, mais même au niveau des sons, à faire un peu la différence entre les sons. Donc, il y a des conseils précis par rapport à ça. Ça répond à la question? Oui, pardon, je m'excuse. Lorsque vous avez fait votre bac, c'est quoi les cours qu'il y a exactement? Puis c'est quoi vos cours préférés? Puis ceux que vous avez aimé le moins? OK. Ouais. Mais le bac n'existe plus, fait que je peux en parler. Mais, disons, bac maîtrise. Les cours les plus généraux, mon Dieu, je veux dire. Mon Dieu. Je vais parler qu'est-ce qui serait plus pertinent parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent plus.
J'ai aimé les cours quand même de relations d'aide et de psychologie. Puis si j'ai un conseil à donner, c'est que les cours de relations d'aide, je les ai peut-être moins passés plus au sérieux. Puis maintenant, je sais, mais après ça, bon, c'est pas grave si ça me touche chez moi maintenant, mais après ça, j'ai été développer ces connaissances importantes. Donc, on est avec la psychologie. Les cours de c'est la phonétique clinique. C'est des choses que j'utilise encore, mine de rien. Je trouvais ça très intéressant. Donc, oui, ça touche à toute l'articulation, mais pas que. Donc, il y a quand même un lien, sans aller dans les détails, avec les troubles d'apprentissage, à mon avis. Il y avait des cours de neurologie qui ont été très utiles, entre autres, quand je travaillais en milieu hospitalier. Là, après ça, il y avait des choses. Parce qu'il y a le cours, il y a le sujet, puis aussi comment le cours est offert. Je ne vais peut-être pas répondre plus précisément, mais en tout cas, c'était des cours intéressants. Donc, il y avait divers cours en lien avec l'anatomie et la neurologie. Il y avait des cours qui faisaient peut-être un peu plus lien avec l'audiologie, de physique acoustique. Bon, là, je ne veux pas ça, j'utilise moins. Puis je sais pas si ça sera encore en faire, parce que là, c'est plus avec l'audiologie. Sinon, après ça, il y a des cours plus cliniques, donc intervention auprès d'enfants, intervention auprès des personnes aphasiques. Donc, ça, c'est plus des choses que tu verrais dans la maîtrise, par exemple. Bon, évaluation, diagnostic. Donc, tu apprends comment faire des diagnostics, comment intervenir. Il y avait des cours sur le système de santé et l'éducation aussi. Donc, pour donner une aperçu de toutes les connaissances médicales. Et justement, à ce niveau-là, comme c'est très contingenté, c'est quoi les choses comme pour maximiser ces champs, des fois, c'est très contingenté, ouais. Le nombre de places qui prennent. Ben oui, je veux pas travailler sur ces notes. L'implication, je pense que ça m'énerve beaucoup. Puis pour avoir parlé à quelqu'un qui essaie de rentrer dans le programme, maintenant, écoute, je ne sais pas trop, mais un test au niveau de juste ses habiletés relationnelles. Peux-tu en parler? Je sais pas trop là. Parce que je le connais pas du tout. Juste un test, mais il faut vraiment se rapprocher peut-être. Ah, comment le signe? Oui, il faut ça. Mais c'est quoi? Si quelqu'un peut me... Je sais pas exactement ce que c'est. Vas-y, oui. Donc, c'est un test, moi je prends dans ce test, parce que c'est un test qui vise à évaluer 10 compétences relationnelles. Donc, l'empathie, la communication, l'esprit d'équipe, la motivation, la résolution de problèmes, la connaissance de soi, le leadership. Donc, c'est 10 compétences qui s'évaluent. Donc, c'est un test en ligne qui dure 1 heure 30 total. Donc, il y a 14 stations de questions. Donc, 6 stations à réponse, il y a les vidéos, donc souvent il pose des questions, il faut répondre sous format vidéo. Puis 8 stations où il pose des questions, il faut saisir les réponses. Donc c'est quand même des questions qui sont quand même rapides à saisir les réponses, parce qu'ils posent 3 questions et vous avez 5 minutes de répondre. Donc c'est une question de développement long. Donc c'est ça que sur ce test-là, c'est quand même pas difficile, mais c'est quand même très stressant. Donc c'est la raison pour laquelle il faut quand même se préparer à l'avance. Donc le site c'est Altus, A-L-T-U-S. Donc il y a comme je pense qu'il y a comme un exemple de question là-bas aussi, donc c'est pour ça. Altus, A-L-T-U-S. Ok, merci. Dans le site web de la Fondation, il y a des ateliers là-dessus aussi. Puis je pense qu'on a plus des ateliers là-dessus pour préparer au respect. Parce que moi, ce que je vais ajouter, merci parce que je ne le connaissais pas. C'était pas ça dans mon temps. Mais ce que je veux dire, au-delà de se préparer au test Casper, mais c'est important juste de développer ses habiletés-là par ses expériences de bénévolat ou de travail étudiant. Ouais, c'est. Donc, juste en général, je voulais juste lancer ça. Puis c'est vraiment important dans le métier orthophonie. Et toutes les interactions qu'on a en personne, au-delà des médias sociaux, parce que maintenant c'est un enjeu dans le monde actuel, c'est ce que je veux faire aussi. Si je peux. C'est un peu comme un échange. Bien un conseil, c'est de regarder aussi, parce que moi aussi je suis en train de voir comment être orthophoniste, mais étant donné que dans le Québec c'est tellement contingenté, n'essayons pas d'aller regarder ailleurs. Par exemple en Ontario, ça se fait facilement, c'est pas contingenté. C'est fou, hein? Oui, les autres provinces là, c'est assez. Il faut regarder ailleurs aussi pour maximiser les choses. C'est toujours pour la se prendre un moment après. D'autres questions, d'autres commentaires? Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je reste disponible si je sais qu'il y avait des questions précises, mais vraiment merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment agréable pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Excellent.